Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Il est vrai que je vous ai un petit peu délaissé ces dernières semaines pour deux bonnes raisons, va-t-on dire. Alors une très bonne puisque j'ai eu la chance d'être grand-père pour la première fois. Donc voilà, vous pouvez m'appeler Papy Marco maintenant pour les intimes, on va dire. Et puis parallèlement, voilà, c'est moins sympathique parce que j'ai eu un petit problème de santé, mais je vous rassure, tout va bien, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc ce qui fait que j'ai fait des petites vidéos un petit peu en décalage, mais voilà, on reprend, je dirais, les vidéos donc chaque semaine avec évidemment des thèmes qui vous intéressent, des thèmes extrêmement importants, notamment aujourd'hui, puisque la Banque Centrale Européenne vient encore d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc d'où la question que tout le monde se pose, est-ce que les taux d'intérêt vont encore augmenter? Et parallèlement, est-ce que l'euro-dollar va encore s'apprécier ou alors au contraire, est-ce qu'il va baisser? Donc voilà, ça c'est les deux grandes questions que nous allons nous poser aujourd'hui. On va essayer bien sûr d'y répondre en toute objectivité, bien sûr avec des graphiques réalisés sans trucage. Ça ne change pas bien entendu. On va commencer tout de suite les chiffres qui viennent de sortir aux États-Unis sur l'inflation américaine. Donc on le voit ici, qui a quand même bien reculé. Regardez bien, on est seulement maintenant à 4% d'inflation outre-Atlantique, un plus bas depuis mars 2021. Donc évidemment, il y a toujours de l'inflation, mais néanmoins, elle est de moins en moins forte. Et on voit bien que le taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, qui a été monté à 5,25%, est bien au-dessus du taux d'inflation. C'est ce qui fait que la Réserve fédérale américaine, donc hier, a refusé d'augmenter encore ce taux d'intérêt. Pour l'instant, elle marque une pause, tout en signifiant qu'elle pourrait encore augmenter les taux d'intérêt parce qu'il y a quand même des risques qui sont là. On a une bonne croissance finalement aux États-Unis, meilleure que prévu, avec un taux de chômage qui est extrêmement faible, des salaires qui augmentent. Donc attention, on pourrait avoir là aussi une surprise d'ici la fin de l'année avec une dernière remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais pour l'instant, on calme le jeu parce que l'inflation a quand même bien baissé outre-Atlantique. Si on voit maintenant les indicateurs avancés de l'inflation, ce qu'on appelle les prix à la production, si c'est la courbe rouge, la courbe bleue, c'est l'inflation. On voit que là, on est tombé, regardez bien, à 1% d'inflation, c'est assez incroyable, un plus bas depuis décembre 2020. Donc là, c'est pas forcément bon signe, hein. C'est-à-dire que les entreprises, évidemment, elles réduisent aujourd'hui un petit peu leur prix. Et donc, attention, il y a peut-être aussi un signe de récession qui est là. Toujours est-il que la courbe bleue, l'inflation qui suit, voyez assez bien la courbe rouge, pourrait bientôt retomber entre 1 et 2%. Donc on peut dire la Réserve fédérale a fait son boulot, elle a réduit l'inflation. Mais attention, petit bémol tout de même, quand on regarde l'inflation hors énergie et produits alimentaires, donc qui avait beaucoup augmenté évidemment, on voit que finalement ça baisse peu aujourd'hui. Vous voyez qu'on reste sur des niveaux autour des 5,3% exactement, c'est la courbe bleue ici. Alors l'indicateur avancé, les prix à la production hors énergie et produits alimentaires, ça a également baissé. On est à 2,8%, donc on pourrait effectivement là aussi avoir une inflation qu'on appelle sous-jacente qui va reculer un peu outre-Atlantique, mais quand même, on voit bien qu'il y a toujours des risques inflationnistes qui sont bien là aux États-Unis. Et puis surtout, n'oublions pas, quand l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Donc on reste quand même sur des niveaux de prix bien supérieurs à ceux qui prévalaient en 2020 ou 2021. Et donc, ce qui veut dire que pour beaucoup de ménages, c'est compliqué aujourd'hui, justement parce que le pouvoir d'achat est en danger. Donc, ce qui fait que, attention, l'inflation reste encore élevée aux États-Unis, mais elle reste beaucoup moins élevée qu'en Europe, que dans la zone euro. On le voit ici, ça c'est l'inflation américaine, la courbe rouge, la courbe bleue c'est dans la zone euro. Je dis l'inverse, la courbe rouge c'est dans la zone euro, la courbe bleue c'est effectivement aux États-Unis. On voit qu'on est donc à 6% chez nous dans la zone euro contre 4% aux États-Unis. Donc, on a 2 points d'écart, c'est assez élevé. Oui, je fais un petit graphique pour vous montrer qu'on a un écart d'inflation entre les États-Unis et la zone euro. Habituellement, on a plus d'inflation aux États-Unis que dans la zone euro, c'est-à-dire on est sous effectivement les zéros. Et là, on voit alors quelques rares cas, on avait un peu plus d'inflation chez nous qu'aux États-Unis. Et là, regardez bien l'inflation, on avait même un écart qui est monté jusqu'à 3 points. Il se réduit un petit peu, mais on est encore toujours autour des 2 points d'écart d'inflation entre les États-Unis et la zone euro. Et donc là, évidemment, c'est important, notamment par rapport à la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Alors juste un dernier petit focus sur l'inflation. Là, chez nous en France, parce que les chiffres viennent de sortir aujourd'hui sur le détail donc de l'inflation en France. Quels sont les biens qui augmentent le plus? Ça, on fait ça chaque mois parce que c'est important justement de voir quels sont les biens qui augmentent le plus. Donc ça reste toujours le sucre, hein. On en avait parlé il y a un mois maintenant, 49,1% d'augmentation. Vous voyez que ça reste extrêmement élevé. On a une augmentation donc au total de 55% en un an et demi, alors que depuis les années 90, on a 26% d'augmentation. Donc on a fait plus en un an et demi qu'en 30 ans. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Ensuite, on a toujours les combustibles solides, 32,9%. Vous voyez que ça a du mal quand même à baisser. Et puis bien sûr, malheureusement, les biens alimentaires, notamment les produits laitiers, 25,1%. Les chips, ça on en avait parlé évidemment avec le problème de pommes de terre, donc 24,8%. Les légumes frais, 22%. Le beurre, 21,7%.
Gaz naturel, vous voyez que malgré la baisse des prix internationaux, on voit que ça reste cher. Oui, on a du mal à répercuter la baisse effectivement des prix internationaux sur les prix, donc notamment en France, parce que justement on veut vendre les stocks au prix auquel ils ont été achetés. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de répercussion tout de suite à la baisse sur les prix. Ça va venir, espérons-le. Les pâtes alimentaires 21,1, on voit ici les huiles alimentaires 20,3, le riz 20,3. Vous voyez donc des niveaux très élevés pour les biens du quotidien, sachant que ça a déjà énormément augmenté ces derniers mois et donc ça continue malheureusement. Le transport aérien, 20,1%. Alors bon, là, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a un effet rattrapage, mais par contre, le service transport aérien, je viens encore de faire, je dirais, malheureusement, la triste expérience avec Air France. C'est une vraie catastrophe. Je suis Platinum for Life. Ils se fichent complètement. Il y a un service qui est de plus en plus mauvais. Donc là, c'est un carton rouge, j'ai envie de dire, à Air France. Et si vous allez au salon Air France à Orly, vous verrez qu'il y a même des petites souris qui se baladent. Voilà, ça c'est incroyable. Je le dis parce que c'est quand même c'est inadmissible, si vous voulez, qu'une compagnie comme Air France, aujourd'hui, a un service aussi déplorable, avec surtout des prix qui sont en train de flamber. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule, mais j'en referai parce que c'est pas normal qu'on traite effectivement les clients comme ça. Ensuite, on revient donc là sur les poissons, sur les 20,1%. Produits, alors là c'est très important, produits pour animaux domestiques également qui ont flambé, donc là également beaucoup de personnes seules, etc., qui souffrent de cette inflation. Farine et céréales, crème glacée, oui, l'été arrive, vous voyez, 19,3% de hausse, les œufs toujours 18,3%, cacao, chocolat. Le tourisme reste quand même toujours élevé, même si ça ralentit un petit peu. Et puis parallèlement, bon, on a toujours les produits pharmaceutiques qui baissent un petit peu, 1,4%, et services culturels, moins 17,2% en glissement annuel. Donc on voit bien que cette inflation, malgré tout, notamment pour les biens du quotidien, elle reste encore élevée. Donc c'est sûr que quand on dit oui, l'inflation en France, elle baisse, on est à 5,1% aux normes INSEE, 6% aux normes Eurostat. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup de biens, et du quotidien notamment, des biens alimentaires qui sont à plus de 20% d'augmentation. Et ça, évidemment, c'est extrêmement difficile à supporter. Donc c'est toujours très dangereux pour la paix sociale, la paix sociétale, la stabilité sociétale de l'économie française. Alors justement, au niveau inflationniste, voilà, la Banque Centrale Européenne vient d'augmenter les taux d'intérêt. Alors comme vous le savez, elle a beaucoup tardé à le faire. C'est-à-dire que pendant que l'inflation commençait à augmenter en 2021, qu'on l'annonçait ici même, la BCE disait non, mais non, ça ne va pas durer, c'est temporaire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et elle n'a réagi qu'il y a à peu près un an maintenant, c'est-à-dire à l'été 2022. Vous voyez, elle a commencé à augmenter les taux d'intérêt et elle continue de le faire par petites touches. On est à 4% de taux d'intérêt, donc ce qu'on appelle le taux REFI, donc taux central de la Banque Centrale Européenne, alors que l'inflation, on vient de voir, est toujours à 6,1%. Et oui, donc c'est ça qui pose problème, c'est qu'on a toujours 2 points d'écart entre les deux, alors qu'aux États-Unis, on l'a vu tout à l'heure, les taux d'intérêt sont passés au-dessus de l'inflation. Donc ce qui fait que la politique monétaire a agi, et donc ce qui amène ici à penser que malheureusement la BCE pourrait encore augmenter d'une ou deux fois de 25 points de base, donc on pourrait monter à 4,50% sur le taux monétaire, et donc ça c'est important pour les taux de nos crédits, et notamment sur le secteur de l'immobilier. On le voit ici sur l'écart de taux d'intérêt, donc les Américains ont très vite réagi, nous on a tardé, et il y a toujours cet écart, donc là maintenant de 1,25 points exactement sur le taux monétaire, donc on est à 4%, les Américains sont à 5,25, ça se réduit c'est vrai, mais ça reste quand même toujours extrêmement élevé, et là évidemment on va parler de l'euro-dollar, puisque lorsque on a cet écart de taux d'intérêt qui se réduit, l'euro face au dollar donc a arrêté effectivement de baisser. On était passé sous les 1,08 et là on vient au-dessus des 1,08 $ pour un euro. Vous voyez, on est ici, ça avait bien baissé, on était même à quasiment 0,90 il y a quelques mois, ça a remonté la pente et on se maintient maintenant autour des 1,08 $ pour un euro, alors que vous voyez que l'écart de taux d'intérêt évidemment s'est réduit. On est maintenant donc à 1,25%, ça c'est le taux d'intérêt entre la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne. Alors si on regarde les taux d'intérêt des obligations d'État, là aussi, il y a un écart d'environ 1,3 points. On est à 3,8% sur le taux 10 ans aux États-Unis et on est à 2,5% dans la zone euro. Là, c'est du moins en Allemagne, parce que chez nous, en France, c'est bien plus élevé, on le verra tout à l'heure. Donc, ce qui fait que là aussi, le dollar est quand même mieux rémunéré, que ce soit sur le taux monétaire ou sur le taux obligataire. Donc, ça veut dire que ça donne quand même un avantage au dollar par rapport à l'euro. Donc, ce qui montre que l'euro ne devrait pas s'apprécier excessivement outre mesure. C'est ce que l'on voit ici. Donc, l'euro, bien sûr, s'est apprécié, mais il a du mal à aller au-delà parce que justement, il y a ces écarts de taux d'intérêt, donc ce qui font que le dollar est mieux rémunéré que l'euro, donc ce qui empêche l'euro de s'apprécier trop fortement. J'ai envie de dire tant mieux, parce que justement, sinon, si l'euro va trop loin, s'il est trop fort, ça peut casser l'activité économique. Et justement, l'autre argument qui va limiter l'augmentation de l'euro face au dollar notamment, c'est que ça y est, on a eu les chiffres des fins de semaine dernière, eh bien, la zone euro est bien retombée en récession. Eurostat a révisé tous ces chiffres sur la zone euro, et donc on le voit ici, donc on a eu
2 trimestres consécutifs de baisse du PIB de la zone euro. Et donc voilà, le glissement annuel est tombé donc sur des niveaux de 1%. On est ici sur, on le voit, donc des taux d'intérêt, donc des variations moins 0,1, donc au 4e trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023. Donc il y a bien la récession qui est en train de s'installer. Et donc, on a cet écart de croissance États-Unis, zone euro. Donc la zone euro était passée devant la croissance américaine, on le voit ici, et ça y est, c'est terminé. Maintenant, ça y est, on a 1,6% aux États-Unis, alors que chez nous, on n'a que 1% de croissance en variation annuelle, ce qu'on appelle en glissement annuel. Vous voyez donc la courbe rouge, les États-Unis passent devant la courbe bleue. Et donc, ce qui fait que quand on regarde sur longue période, c'est vrai qu'il y a eu de très rares phases où la croissance de la zone euro était supérieure à celle des États-Unis. Par exemple, ici en 2006-2007, ou bien entendu ici donc en 2022, on l'a vu, et ça y est, bien, ça retombe, ça repart à l'avantage des États-Unis. Et donc, quand là aussi, la croissance revient à l'avantage des États-Unis, eh bien, on le voit, c'est la courbe rouge ici, ça limite l'augmentation de l'euro face au dollar. Donc, voilà pourquoi l'euro va rester relativement faible. Il pourrait même baisser davantage si la récession s'aggrave dans la zone euro. Et c'est un petit peu le danger, puisqu'on le voit ici, quand on regarde les indicateurs avancés de l'activité économique, aux États-Unis, donc là, c'est les indicateurs des directeurs d'achat, donc l'indicateur composite, tous secteurs confondus, on voit que, ça, la courbe bleue, c'est aux États-Unis, ils sont passés devant la zone euro où ça baisse. Donc ça y est, il y a plus d'activité économique, plus de croissance outre-Atlantique que dans la zone euro. Déjà, on l'a vu sur le premier trimestre 2023 et ça va s'aggraver au 2e et au 3e trimestre 2023. Donc attention, là aussi, un élément négatif sur l'euro face au dollar. Et parallèlement, les derniers indicateurs qui viennent de sortir sur le mois de juin pour justement donc l'activité économique du mois de juin, c'est ceux qui viennent de sortir, c'est les premiers finalement. On le voit ici, l'indice Sentix de confiance des investisseurs. Ça baisse de nouveau, là c'est la croissance de la zone euro, là c'est l'indicateur de confiance, ça baisse assez dramatiquement. Et là aussi, ça vient aussi d'être publié, l'indice ZEW, ça continue de baisser, et donc ce qui veut dire que la courbe rouge, la croissance donc, de la zone euro, pour devenir négative assez rapidement. Donc c'est là qu'aujourd'hui, qui est le drame finalement de la zone euro, c'est que nous avons donc une politique monétaire qui se resserre parce qu'on a laissé trop longtemps filer l'inflation et malheureusement la croissance est en train de baisser, de reculer et d'ailleurs on le voit au travers de l'évolution des taux d'intérêt. Là c'est le cas français, donc là la courbe bleue c'est le taux de la politique monétaire, le taux REFI qu'on vient de voir, donc le 4% qui vient d'être augmenté donc à 4% et la courbe rouge c'est le taux d'intérêt à 10 ans, donc qui est donc remonté à 3% pour le taux d'un 10 ans donc de la dette publique française, mais vous voyez qu'il y a encore un point d'écart entre les deux. Ça veut dire que finalement on a ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux, ce qui est tout à fait, je dirais, anormal. C'est-à-dire que les taux d'intérêt à long terme sont plus bas que les taux d'intérêt à court terme. Donc parce qu'aujourd'hui, effectivement, la BCE veut casser l'inflation au maximum, donc elle peut même encore augmenter les taux d'intérêt, alors qu'on se dit, bon, à moyen terme, ça va générer une récession, donc les taux d'intérêt vont repartir à la baisse. Mais attention, comme vous le savez, les taux d'intérêt des obligations d'État dépendent également de la dette publique, qui va encore augmenter. Donc ce qui veut dire que là aussi, les taux d'intérêt des obligations d'État pourraient rester élevés, voire continuer d'augmenter, revenir vers les 4%, notamment en France. Donc attention, ça veut dire quoi ? On en fera une chronique la semaine prochaine sur ce sujet. Ça veut dire que sur les prix de l'immobilier notamment, comme les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, ça va encore assécher le crédit. Donc les prix des logements qui ont commencé à bien baisser vont encore baisser davantage et on aura donc peut-être pas un crack dramatique sur l'immobilier, mais une baisse de l'ordre de 10 à 15% sur les prix des logements anciens. Même sur les logements neufs, il y a des gros problèmes de prix aujourd'hui. Et donc ce qui veut dire que, attention, cette augmentation des taux d'intérêt va se maintenir et va jouer à la baisse sur l'activité, également sur les prix de l'immobilier. Et quant à l'euro-dollar, il va se stabiliser au niveau actuel, voire baisser légèrement au cours de l'été prochain lorsque la récession dans la zone euro va s'aggraver. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Encore donc merci pour votre fidélité. Continuez évidemment à vous abonner, à nous aimer finalement, à aimer cette parole vraie d'un point de vue économique avec des graphiques que vous toujours réalisez sur Trucage et que bientôt, je vous le dis, pour les nouveaux abonnés, c'est-à-dire ceux qui, il y aura un abonnement premium qu'on va créer très bientôt. Je voulais le faire, mais bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, heureusement, j'ai eu des petits contretemps. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra distribuer l'ensemble de ces slides à tous les abonnés premium. Je vous en reparlerai tranquillement. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On voit bien donc que les taux d'intérêt vont rester élevés. Mais globalement, c'est tout à fait logique par rapport à la situation économique qui est en train de s'observer aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Donc, ne baissons pas les bras, gardons l'espoir. Merci encore de votre fidélité. Bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.